Eh ben, merci beaucoup, Carla, pour cette présentation et cette introduction. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Alors, je suis particulièrement content parce que pour moi, c'est une première d'animer un webinaire et aussi doublement content parce que ce sujet-là me touche beaucoup puisque j'étais moi-même en fait confronté à cette question de la santé mentale. Et donc, voilà, ce sujet me tient à cœur et le fait je dirais, d'en parler, c'est pour moi, on va dire une réussite. Donc, je vais partager mon écran euh, tout de suite. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le plein écran? Oui, Vous m'entendez? On t'entend très bien, Christophe. Ok, C'est ça parfait. marche. J'ai eu un doute. Voilà. Donc, je vous propose en fait d'aborder quatre sujets aujourd'hui, hein. Dans un premier temps, ça sera de définir ce que c'est que la santé mentale. C'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, on en entend beaucoup parler, et d'autant plus que cette année 2025 a été définie comme l'année de la santé mentale. Ensuite, ce que je vais aborder, c'est les liens que l'on peut faire entre santé et facteurs de risque. Et ensuite, on s'arrêtera sur une maladie qui est le burn-out pour en déduire en fait quels sont les principaux facteurs de risque. Et ensuite, je terminerai cette présentation par les actions que je recommande, voilà, pour éviter les burn-out. Euh, mais avant tout ça, j'ai une question à vous poser. C'est j'aimerais bien recueillir votre avis sur votre définition de la santé mentale. Et pour ça, excusez-moi. Et pour ça, je vous propose d'utiliser un petit mur de mots. Euh, et donc, il y a deux façons pour ça. C'est soit de scanner le code barre que vous avez affiché là, ou alors d'aller sur le site booklap.com et de saisir le code événement. Alors, le plus simple, hein, ça sera de scanner le code barre, le QR code, et vous tomberez directement sur la question. Et l'idée, c'est voilà, de mettre vos idées. Alors, le principe, c'est de mettre une idée par vote. Et vous avez la possibilité de mettre 3, 4, 5 votes, voilà, de voter plusieurs fois pour, pour évoquer toutes vos idées. Est-ce que tout le monde a pu se connecter? non, c'est compliqué pour moi, je suis sur smartphone aujourd'hui. Donc j'essaye. Ouais, ça marche. Alors, normalement, sur smartphone, ça devrait aussi pouvoir le faire. Mais de toute façon, on a le temps, hein. Tout le monde a pu se connecter? Oui, Oui, c'est bon, j'ai réussi. Allez, je vous propose de voir un petit peu, pour l'instant, le mur de mots. Alors, c'est chouette. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses. Donc, pour vous,
Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Chouette, je vois que le mot équilibre revient souvent. La notion de bien-être aussi. Bien-être, bien-être mental, de reconnaissance, de sérénité, d'épanouissement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je vois que vous êtes productif, ça c'est chouette. Bonne estime de soi, être bien dans sa tête. Et je vous propose de, d'en arrêter là et de faire un petit point sur ce que vous avez dit. Donc voilà, ce qui ressort, hein, le plus, c'est la notion d'équilibre, la notion de bien-être, la notion d'épanouissement. Et ce que je trouve super intéressant dans ce mur de mots, c'est surtout des termes positifs en fait qui ressortent. En général, quand on est amené à demander, quand je suis amené à demander en fait à poser la question à d'autres, on parle souvent de maladies, de troubles, et vous, bah, vous parlez plutôt d'un côté positif, du côté positif en fait de la santé mentale. Et ça, je trouve ça euh, bah, chouette. Ce que je vous propose, c'est de regarder quelle est la définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc pour l'OMS, la santé mentale, en fait, bah, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, pour être franc, c'est vrai que cette définition, donc, elle est très précise, mais c'est un petit peu compliqué, voilà, à la retenir, hein. C'est pour ça que moi-même, je suis amené à la lire. Sur le côté droit de l'écran, j'ai pris une ressource. Je suis allé sur le site de Psycom. Psycom, c'est un site internet d'une organisation qui est bah, en charge, voilà, de traiter de sujets de santé mentale. Et quand Psycom est amené à parler de santé mentale, pour eux, ils la définissent de la manière suivante. En fait, c'est plutôt un équilibre, c'est une question d'équilibre entre des obstacles et des ressources. Et quand on parle d'obstacles, on va plutôt parler ben, d'événements de la vie qui sont pas joyeux. Alors, on pense notamment à des deuils, à des ruptures amoureuses, mais on peut aussi parler de voilà de perte de travail, de licenciement, etc., etc. Donc voilà, les obstacles, ça va plutôt être ben, des événements de la vie qui sont pas fun. Ben, à côté de ça, dans notre vie, on a aussi d'autres moments, d'autres ressources qui sont plus joyeux. Mais on a aussi des ressources ben, comme notre famille, comme nos amis, mais on peut aussi avoir des ressources bah, comme des professionnels de santé. Et donc, bah, la santé mentale, c'est fait de moments, voilà, pendant lesquels on va traverser des moments difficiles et d'autres moments dans lesquels on va traverser des moments plus difficiles et on va pouvoir être soutenu. Et donc, c'est cette définition-là aussi que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à retenir. Et qu'en fait, quand on va parler de santé mentale, euh, bah, comme dit, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ben, c'est pareil, dans notre santé mentale, on va avoir des fluctuations. Et ces fluctuations, elles sont tout à fait normales. Lorsqu'on va être dans des moments plus difficiles, eh ben, on va parler de moments de vulnérabilité. Je serai amené à en reparler tout à l'heure. Euh, tiens, ce qui m'intéresserait aussi, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis.
sur la proportion de Français qui sont en détresse psychologique. Donc j'ai également préparé une question toujours sur WooClap. Donc je vous propose de vous reconnecter euh, et de me dire, d'après vous, donc quelle est la proportion de Français en détresse psychologique? Donc pour l'instant, ça se situe entre 36 et 48%. Je vois que tout le monde n'a pas encore voté. Je laisse encore quelques secondes. Je vois que le 48% prend le lead. Et en effet, donc je vais vous donner le résultat hein, d'un sondage qui a été réalisé au mois de novembre l'année dernière. En fait, 48% des Français donc se disent en détresse psychologique. Donc ce qui est énorme, hein, quasiment un Français sur deux. Et quand on creuse un petit peu plus en profondeur ce que nous dit ce sondage-là, c'est que 7 Français sur 10, en fait, ben, attribuent cette détresse psychologique, en fait, et leur état de souffrance à leur environnement de travail. Donc, il y a vraiment un lien, les Français mettent un lien vraiment fort entre ben, leur état psychologique et leur environnement de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et pour lequel ben, il faut avoir en tête. Euh, Maintenant, ce que j'aimerais aborder, ben, justement, c'est le lien entre travail et les risques que l'on peut avoir au travail. Si je prends l'exemple d'un électricien, voilà, c'est la petite photo que j'ai mis là sur la gauche. Quand on est électricien, ben, on est amené à réaliser des opérations et ben, si on se met pas en sécurité, on risque ben, de se faire électrocuter. Et donc ça, c'est un risque qui est réel et sérieux et qui peut impacter notre santé physique. De même, voilà, si on est chef de projet et qu'on a amené à gérer des projets qui sont d'importance, avec beaucoup de, je dirais, d'aléas, eh ben, on peut être amené à subir un stress qui est chronique. D'autant plus si voilà, les projets qu'on a à gérer sont longs et sont complexes. Dans le cas là d'un chef de projet, ce qui peut arriver, donc, c'est euh, qu'on subisse en fait un stress chronique et ce stress chronique-là, au bout d'un certain temps, va avoir un impact sur notre santé, ce coup-ci pas physique, mais sur notre santé mentale. J'insiste bien dessus sur le fait que ce qui est compliqué lorsqu'on parle de santé mentale, en fait, en général, c'est ce genre de risques, on ne les voit pas. Autant des risques liés à la santé physique, bah, comme des risques électriques, on peut les voir parce que ce sont des opérations voilà, sensibles. Autant lorsqu'on travaille sur un projet, ben, a priori, a fortiori, on se dit pas que ça peut générer des risques. Et ce qui me permet en fait d'arriver sur la définition de ce que c'est qu'un facteur de risque.
Ben, un facteur de risque, en fait, ça va être la cause ou la raison, en fait, qui va créer un risque pour notre santé, soit physique, soit mentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, dans toutes les opérations qu'on réalise dans donc nos missions, les tâches qu'on est amené à réaliser dans notre travail, ben, ces missions, ces tâches-là génèrent des risques potentiels, soit pour notre santé physique, soit pour notre santé mentale. Et ce qui est intéressant, c'est que très récemment, quatre chercheurs de l'INRS, l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, donc quatre chercheurs en fait ont travaillé pour faire et pour démontrer en fait des liens entre bah, des facteurs de risque et des maladies. Donc, je vous ai mis ici le tableau récapitulatif en fait de leur étude et en fait ils ont pu déterminer d'une manière statistique des effets, euh, des liens entre des causes liées au travail et des maladies. Par exemple, ils ont pu déterminer très concrètement des liens entre des maladies cardiovasculaires et la charge de travail. Ils ont pu également déterminer un lien fort entre les maladies cardiovasculaires et l'insécurité de la situation de travail. C'est-à-dire, est-ce que euh, j'estime que bah, mon travail va être pérenne dans le temps? Est-ce que mon emploi va être menacé dans le temps ou pas? Donc, ces chercheurs-là ont réalisé ces études-là de corrélation pour des maladies aussi bien physiques, mais que pour des maladies en fait en lien avec la santé mentale. Et c'est en fait toute la plus-value de leur étude, parce que c'est la première fois, euh, je dirais qu'en France, des chercheurs arrivent à faire des liens statistiques de corrélation entre ben, des maladies et des facteurs de risque. Donc ça, c'est super important et super intéressant pour nous, je dirais, employeurs, mais aussi pour nous, je dirais, collaborateurs, parce que ça nous permet de savoir quelles sont les principales causes, en fait, de maladies. Et notamment, jusqu'à présent, en fait, on avait des suspicions, voilà, de facteurs, mais en fait, on n'avait pas de lien direct et surtout, on n'avait pas la démonstration. Ce que j'aimerais là, voilà, comme le sujet du webinaire, c'est la santé mentale, l'idée, bah, c'est de s'arrêter et de prendre en exemple, en fait, le burn-out. Pourquoi le burn-out? Bah, parce que voilà, c'est une maladie dont on entend de plus en plus parler, dont le nombre de Français qui en souffrent est de plus en plus important. Et avant de parler de burn-out, ce qui me paraît important, en fait, dans un premier temps, c'est déjà bah, de définir le burn-out. Et pour définir, en fait, un burn-out, on peut le définir par ses trois principales caractéristiques. Première caractéristique d'une personne qui souffre d'un burn-out, c'est l'épuisement physique et émotionnel. Si je veux le dire d'une autre façon, euh, lorsqu'une personne est en burn-out, en fait, il lui est de plus en plus difficile, en fait, de réaliser la moindre tâche et même, en fait, il va carrément éviter ben, toute émotion qui pourrait lui être difficile. Euh, et en général, cet épuisement, qu'il soit physique ou émotionnel, il vient généralement, en fait, d'un manque de sommeil. Alors, ce manque de sommeil,
il n'apparaît pas, on va dire, en une semaine, hein. Euh, En général, un burn-out, l'origine d'un burn-out, il peut apparaître plusieurs mois, voire un an jusqu'à un an et demi avant, en fait, qu'on tombe en épuisement total. La deuxième caractéristique du burn-out, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Euh, Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va avoir tendance à se replier sur soi-même, à être distant par rapport aux autres, par rapport à ses collègues, mais aussi par rapport à sa famille. Et on va avoir tendance à être irritable et à avoir un sentiment de honte parce qu'on sent en fait qu'il y a un changement en nous et qu'on fuit, on va dire, le présent et on fuit en fait notre vie. La troisième caractéristique du burn-out, c'est ce qu'on appelle le sentiment de non-accomplissement. On peut aussi parler de sentiment de non-efficacité parce qu'en fait, ça devient de plus en plus compliqué en fait de gérer les tâches du quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, voilà, c'est vraiment très compliqué. Et là, on se dit voilà, je suis plus capable de rien. Et on a vraiment ce sentiment-là qui nous rabaisse. Là, je fais un zoom sur les facteurs de risque du burn-out et j'ai repris en fait les différentes maladies liées qui sont en lien avec la santé mentale et notamment je prends le cas du burn-out et que nous dit cette étude des quatre chercheurs de l'INRS? En fait, elle nous dit que en fait, il y a trois causes principales qui expliquent le burn-out. Première cause, premier facteur, c'est ce qu'on appelle l'intensité du travail. L'intensité du travail, ça va être la surcharge de travail. Ça va être donc votre charge de travail. Votre charge de travail, en gros, c'est quoi? C'est le pourcentage du temps que vous consacrez à travailler. Mais c'est pas seulement ça. L'intensité de travail, ça va être aussi est-ce qu'on vous donne, est-ce qu'on vous fait toujours travailler dans la précipitation ou pas? Est-ce que les délais que l'on vous donne sont courts? Mais c'est aussi lorsqu'on vous donne des tâches, des opérations, est-ce qu'on est amené à vous interrompre? Ce qui vous perturbe en fait dans votre travail au quotidien. Donc voilà, ça c'est le premier facteur de risque de burn-out, ce qu'on appelle l'intensité du travail. Deuxième facteur de risque, là on va plutôt être sur les émotions et c'est ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. Ça va être les relations qu'on va avoir avec les types de contacts qu'on va avoir. Mais ça va être aussi les si on subit des violences physiques ou verbales. Alors il y a typiquement ce genre de risques sont subis par les hôtesses de caisse ou les hôtesses d'accueil dans des magasins où là elles sont amenées à traiter avec du public généralement qui peuvent avoir des soucis et donc ces personnes-là, ces hôtesses d'accueil ou de caisse sont amenées à devoir gérer du public qui est pas forcément content. Ou alors, lorsqu'on va parler d'exigences émotionnelles, ça va être aussi pour tous les métiers pour lesquels en fait on doit masquer ses émotions. Là, ça peut arriver pour des postes à responsabilité où à un moment donné, on n'a pas le droit de montrer ses émotions parce que on doit représenter en fait l'entreprise et que c'est mal vu de montrer ses émotions. Donc ça, c'était le deuxième facteur de risque du burn-out. Et enfin, le dernier facteur de risque euh, du burn-out,
c'est ce qu'on appelle les rapports sociaux au travail. Et là, ça va être les relations avec les collègues. Voilà, en cas de mauvaise relation avec ses collègues, mais avec ses pairs, mais aussi avec la hiérarchie, avec ses hiérarchiques. Voilà, si les relations sont tendues, sont malsaines, s'il n'y a pas une bonne entente, eh ben, ça va être une cause de burn-out. Aussi, si on manque de reconnaissance, alors ici, je parle pas de reconnaissance financière hein, ou pécuniaire, mais je parle plus de reconnaissance de style feedback, que ce soit positif ou négatif, hein, parce un feedback négatif qui est bien construit, c'est-à-dire pour lequel on explique ce qui est attendu et comment on pourrait s'améliorer. Ça, c'est une reconnaissance en fait qui nourrit le collaborateur parce qu'en fait, ça lui permet de progresser. Donc voilà ce que nous enseigne en fait cette étude de l'INRS nous enseigne que le burn-out euh, provient en fait de trois euh, risques principaux, de trois sources principales. Et donc j'en arrive sur ma conclusion et sur les trois actions que je préconise hein, pour éviter le burn-out. En premier lieu, et vous verrez, ce sont des actions qui coûtent pas cher, hein, c'est de parler de santé mentale, de parler de santé mentale avec ses collaborateurs, parce qu'en fait, la santé mentale, c'est pas l'affaire des autres, ça nous concerne tous. Et c'est là où je vais insister pour démystifier une image que j'ai souvent entendu dire, notamment lorsque lorsqu'on vit un burn-out. J'ai souvent entendu dire qu'en fait que les burn-out c'est pour les personnes qui sont faibles. Moi, j'ai pas cette vision-là. Pourquoi? Parce que je préfère parler de vulnérabilité. En fait, à un moment de notre vie, on est tous plus ou moins vulnérables. Euh, si je prends un exemple, dans notre vie, à un moment donné de notre vie, on va être tous plus ou moins fatigués. Cette fatigue va faire que si un jour on rencontre un virus, ben, on va pouvoir tomber malade. On va pouvoir avoir la grippe. Quand quelqu'un a la grippe, ben, on lui dit pas qu'il est faible. C'est un peu le même principe dans le domaine de la santé mentale. Un jour, on peut être un peu plus vulnérable, peut être un peu plus fatigué, et avec ce qui se passe, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre vie privée, eh ben, on peut être un peu plus fragile, et donc on peut subir et avoir en fait des troubles de santé mentale, comme vivre eh ben, en fait un épisode dépressif. Vivre un épisode dépressif, ça veut pas dire que on sera dépressif toute sa vie. Non. Euh, euh, on peut s'en sortir et en général, on s'en sort bien d'un épisode dépressif. On est amené à vivre avec et surtout, on est amené en fait après à apprendre de cet épisode-là et pour en ressortir, je dirais, plus fort. Donc j'insiste beaucoup moi sur cette notion voilà de parler de santé mentale parce qu'il est vraiment important de démystifier vraiment de fausses idées que l'on peut avoir. Ensuite, la deuxième action que je recommande, c'est de donner du sens. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que à un moment donné, la charge de travail est une notion importante. Si on n'explique pas pourquoi est-ce qu'on donne du travail, à un moment donné, bah, les collaborateurs ne comprennent pas et se sentent perdus. Et enfin, la troisième action que je recommande, ça va être d'évaluer donc la charge de travail des collaborateurs euh, ou sa propre charge de travail pour permettre
de déterminer, de se fixer des limites pour ne pas tomber, je dirais, dans la zone rouge, hein, comme un moteur. Euh, Sur le moteur de sa voiture, en fait, on évite d'atteindre la zone rouge. Là, le fait d'évaluer sa charge de travail, ça va permettre, en fait, de calibrer et de savoir dire stop à un moment donné quand on sera allé trop loin. Donc voilà pour les trois actions que je souhaitais voilà, partager avec vous et mettre en œuvre euh, en priorité. Donc, je me présente, hein, je suis Christophe Martinet. Comme l'expliquait tout à l'heure Carla, je suis spécialisé dans la formation en lien avec la santé mentale. Et c'est dans ce cadre, en fait, que je suis accrédité formateur PSSM, premier secours en santé mentale. Et donc, je dispense des formations. Euh, et j'interviens aussi, j'anime également des ateliers sur la fresque pour parler de la santé mentale en entreprise. L'animation d'une fresque, voilà, la fresque, c'est un atelier qui dure 3 heures, dont l'objectif, en fait, est de commencer à démystifier et de parler de santé mentale. Et voilà, ça permet pour des collaborateurs, de définir ce que c'est que la santé mentale, mais aussi de passer en revue quelles sont les ressources à disposition, en fait, pour travailler sur sa santé mentale. Les formations PSSM, elles, ce sont des formations qui durent 2 jours et dont l'objectif est de rentrer plus en détail en fait sur les différents facteurs de, de troubles de santé mentale et également d'apprendre en fait à réagir lorsque l'on est face en fait à une situation de crise, lorsque l'on rencontre une personne voilà qui est en crise et que cette crise est liée à un problème de santé mentale, eh bien on apprend à réagir. Je dirais cette formation PSSM, c'est être sauveteur secouriste en santé mentale, c'est la même chose que d'être sauveteur secouriste au travail, sauf que là, ça va être dans le domaine de la santé mentale et pas dans le domaine de la santé physique. Pour terminer, je dirais que ces deux formations, ces deux éléments-là, en fait, sont vraiment complémentaires parce que l'atelier permet, voilà, une première entrée en matière et ensuite on peut la compléter par cette journée, par ces 2 jours de formation pour devenir sauveteur secouriste en santé mentale. Voilà. Euh, je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous propose de passer aux questions, euh, de passer à vos questions. Merci Christophe. Alors, dans le chat, il y a Sandra qui demande les références du tableau que tu as présenté des recherches des NRS. Si voilà, tu peux les lui redonner. Oui, alors je vais les donner. Euh, je les recherche et je vais les donner. Ouais, je vais les partager. Super. Merci Christophe. C'était passionnant et Aurélie pose la question, comment gérer une réponse d'un responsable des ressources humaines qui définirait une personne en burn-out responsable elle-même parce qu'elle ne sait pas dire non, par exemple. Alors, je dirais, alors, la première chose que je ferai, moi, c'est que j'utiliserai le tableau dont je vais vous donner les, les coordonnées là, enfin, pour le retrouver sur Internet. Parce que ça, en fait, c'est une étude vraiment scientifique, hein. Donc, c'est pas discutable. Euh, et les facteurs de risque. Euh,
Alors, j'ai pas montré tout le détail, hein, mais dans les facteurs de risque, voilà, on parle pas de la cause du collaborateur. Les principales causes sont liées en fait au travail. Donc, je pense que là, on a vraiment un outil et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. C'est scientifique et c'est voilà, c'est géré un petit peu comme un plus un font 2. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui voilà qui remet en doute ou en cause que un plus un font 2. Je pourrais préciser que c'est même très déculpabilisant d'avoir ces informations-là par rapport à la personne qui peut être amenée à vivre un burn-out. Euh, c'est pas de sa faute, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a une notion de culpabilité. Je vous propose d'ouvrir vos micros et de poser vos questions ou témoigner, si vous le souhaitez aussi, avec Christophe. Profitons de sa présence pour aborder ce sujet passionnant. Fré- Frédéric? Ouais, je veux bien commencer en fait parce que j'ai trouvé ce sujet passionnant. Ça serait un mot un peu bateau pour dire ça. Euh, je pense que de parler de ça en entreprise, je crois que ça serait d'utilité publique. Je pense que le tableau, il devrait être affiché dans les entreprises. Parce que le mot burn-out, pour avoir été dans des grandes entreprises pendant plus de 20 ans, le mot burn-out, tout le monde le connaît et personne ne sait ce que c'est vraiment, en fait, sans l'avoir vécu. Et donc, moi, pour l'avoir vécu, je suis en train de travailler à éviter mon burn-out de 2031, puisque c'est épisodique, hein, c'est 2011-2021 pour moi, pour le moment. Et je pense qu'il y a un long chemin à faire pour de connaissances. Et je pense que c'est pour ça que en fait, ça m'a tellement parlé ce que vous faites et ce que vous dites. Et voilà, je voulais simplement témoigner par rapport à ça. Et qu'il y a plein d'autres causes encore qui dépendent aussi de chaque personne. Globalement, moi, c'était ma créativité qui était bloquée. J'ai mis longtemps à le savoir. Je suis quelqu'un de très créatif et dans tous les emplois que j'ai fait jusque-là, j'étais très bon. Mes employeurs étaient très contents de moi, mais ma créativité étant bloquée, ben, finalement, mes valeurs n'étaient pas assouvies. J'arrivais pas à finalement être fier de ce que je fais et d'être heureux de ce que je fais. Et je crois que ça, c'est des points aussi qu'il faut mettre en avant. Et alors, Voilà, merci hein, pour mon témoignage. merci pour votre témoignage et je me permets de rebondir sur ce que vous dites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait peu euh, parce qu'en fait, c'est des choses, ce sont des maladies qui sont pas visibles. Et au final, dès le départ, enfin dans les entreprises, normalement, les entreprises depuis plusieurs années doivent travailler sur leur DUERP, hein, sur un document en fait qui est censé lister tous les risques. Et pendant des années, les entreprises n'ont travaillé que sur les risques en fait liés à la santé physique parce que ça se voyait et que c'était facile. Aujourd'hui, en fait, elles sont amenées en fait à travailler sur les risques liés à la santé mentale. Et bah, comme ça se voit pas, elles ont beaucoup de mal à le faire. Mais j'ai bon espoir que, euh, avec ce qui se passe dans la société civile, parce qu'on est quand même il y a quand même de plus en plus de personnes qui osent en parler, parce qu'en fait, c'est plus une fatalité, et puis c'est plus je dirais une source de honte. Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est pas les personnes faibles qui subissent un burn-out, ben, ce sont des personnes en fait qui ont été soumises à des contraintes très fortes. Merci Christophe, Merci Frédéric. merci Frédéric. Aurélie? Oui, moi je pourrais témoigner par rapport à quelque chose que tu as dit, Christophe, sur le fait on pourrait facilement dire que quelqu'un qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui est faible. Moi, j'accompagne des particuliers en bilan de compétences avec l'Ikigai, et je peux dire que sur 5 ans, j'en ai rencontré un sacré paquet de cadres dirigeants ou de managers de haut niveau.
Et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible. En revanche, ce que je questionne, c'est est-ce que ça aurait à voir avec une des actions que tu évoques, qui me semble très présente dans le fait de déclencher un burn-out, c'est la question du sens. Et ce Mhm. que vous disiez, Frédéric, ça parle vraiment de ça. C'est à partir du moment où je fais des choses qui n'ont plus aucun sens pour moi, qui n'ont plus aucune raison d'être, eh bien là, je commence à être pas bien dans mes baskets, pas alignée. Et voilà, je rebondis là-dessus parce que tu le sais que je vais parler aussi de santé mentale en lien avec ce que tu dis aujourd'hui dans le webinaire de vendredi prochain. Et là-dessus, on est vraiment en lien avec nos sujets. Euh, mais voilà, la question du sens, elle est fondamentale. C'est un enjeu fort des entreprises, comme tu le disais, d'apporter du sens. Et donc, ça veut dire de la communication. Clairement, aujourd'hui, alors, on se dit qu'on a de plus en plus d'outils de communication, voilà, hein, avec Teams, voilà, tous les outils de chat. Mais en fait, ça, ça casse en fait la communication en, j'allais dire enfin, désolé, en one-to-one, en, Face à C'est pas en face. tête. contact, en direct, en présentiel, pardon. Et en fait, c'est ça qui nous fait nous séparer euh, et qui est en fait un terreau de, bah voilà, des facteurs de risque, hein, très clairement. Et c'est plus facile de dire tout va bien sur un chat que de dire tout va bien en face en regardant dans les yeux la personne. Tout à fait, tout à fait. Parce il y a le langage non verbal, hein. Le Mm. langage verbal, c'est seulement 7% du langage, hein. Tout le reste, c'est du paraverbal ou du non verbal. Donc, le corps, à un moment donné, il dit non, même si on dit oui, oui, ça va, le corps, il Mm. va dire non, hein. Et Exactement. le manager, s'il est là, ben, enfin, s'il est là et si il s'intéresse à ses collaborateurs, à un moment donné, il va le voir, hein. Cédric, tu as ouvert ton micro? Oui, voilà. Bon, déjà, ben, je voulais te remercier, Christophe, là, pour ce webinaire, effectivement très intéressant. Et puis bravo parce que c'était ton premier, comme tu l'as dit. Donc voilà. Et tout à l'heure, là, quand tu as donné les résultats du sondage par rapport aux 48%, où presque un Français sur deux se déclare être donc en mauvaise santé mentale, et que les causes, le lien direct, c'était sur l'environnement de travail. Alors moi, enfin, parce que je me trompe, mais c'est vrai que je pense que l'environnement de travail dans la plupart des entreprises, c'est quand même beaucoup amélioré, justement par rapport aux outils modernes que nous avons, à la prise en compte justement de tous les facteurs de risque physique. Et puis, je dirais, bah, il y a une sorte de progrès par rapport à tout ça. Mais le revers de la médaille, c'est que ça s'accompagne quand même de fortes pressions, notamment liées aux résultats. Parce que qui dit on améliore les équipements, dit qu'on investit. Donc, on dépense plus d'argent pour ça. Donc, il faut en gagner plus pour pouvoir justement bah, se permettre ces améliorations techniques ou tout ce progrès. Et c'est vrai que c'est là où c'est assez, je dirais, insidieux, c'est-à-dire que bah, pour voilà, cette culture du résultat, cette pression du résultat, c'est là où on a vraiment des comportements, des charges, notamment de la part des managers, voire même des clients, hein, qui peuvent aussi être avec un niveau d'exigence qui n'est plus du tout celui bah, du passé, celui auquel on était habitués, celui où, voilà, où la notion comment dire, de performance, enfin comment dire, de satisfaction. Moi, je prends le cas d'un exemple. Quand on livre effectivement un chantier, on peut s'attendre à ce que le travail soit bien fait. Mais parfois, l'exigence du client va tellement loin qu'on est sur du détail. Le plus important finalement est occulté. Et donc, c'est ce qui fait que ça n'a plus de sens. C'est qu'on va juste regarder un micro-détail et pour cette raison-là, on va dire non, je ne suis pas satisfait. Et là, c'est vrai que celui qui s'est engagé, qui a mis tout son cœur, tout son âme, toute sa passion dans son travail, eh ben, forcément, il ressent vraiment comment dire, comme un coup de tonnerre et qui peut ben, justement le dérégler et avoir une répercussion sur son sommeil, sur son état de santé, sur, voilà, sur aussi bien évidemment sur sa santé, bien sûr, mentale, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, enfin, je partage ton avis sur le fait que aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont là pour nous aider. Et le revers de la médaille, c'est que ben, ça nous pousse en fait à en faire plus, ou alors on nous en demande plus parce qu'on nous a fourni ces outils-là. Et en gros, ben, à vouloir nous aider, en fait, ça nous pousse à en faire plus et ben, ça nous pousse à bousiller notre santé. Parce il y a 20 ans, hein, on n'avait pas de téléphone portable sur lequel on pouvait avoir nos SM, enfin, nos mails pro, notre boîte aux lettres professionnelle. Et donc, Mhm. bah, le soir, hein, quand on quittait le boulot, fallait vraiment sortir le PC pour aller sur sa boîte mail. Là, maintenant, c'est vachement facile d'accéder à ses mails pro le soir à 22 heures avant d'aller au lit, hein, avant de s'endormir. Mhm. Et voilà. Merci. Sandra? Mm. Oui. Oui, merci Christophe pour ce sujet qui est pas facile finalement à aborder. Alors, moi, juste un petit témoignage un peu plutôt, on va dire, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que manager, la responsabilité, je la trouve vachement forte aussi du point de vue de l'employeur pour prendre soin de l'ensemble de ses équipes. Alors, moi, je démarre un nouveau poste et il se trouve que j'arrive avec un dossier risques psychosociaux puisqu'il y a eu un événement dans l'association avec l'intervention d'une psychologue, etc. Et la responsabilité, moi, aujourd'hui, de devoir rédiger ce fameux document unique d'évaluation des risques psychosociaux. Quand on part d'une page blanche, c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu cette peur aussi d'oublier un truc hyper important, de passer à côté d'un sujet. J'ai peur de monter une usine à gaz parce que c'est vrai que ben, identifier les risques, c'est une chose, commencer à mettre en place des plans d'action, voilà, c'est pas facile. En tout cas, je trouve que c'est un sujet. Alors, tu l'as dit, hein, les entreprises ne s'en sont pas trop préoccupées. On était vraiment sur les risques physiques avant. Mais c'est vraiment un sujet complexe, hein. Enfin voilà, moi je me sens un peu, alors heureusement pas complètement démunie parce qu'on est accompagné par notre, enfin une consultante de notre d'Harmonie Mutuelle, notre mutuelle, voilà. Donc on a quelques jalons pour avancer, mais enfin j'ai l'impression d'avoir l'Everest devant moi, quoi. Oui, et je pense que enfin, vous avez cette impression-là parce que le sujet n'est pas encore familier. Mm. Quand vous aurez plus de connaissances par rapport à ce sujet-là, ben, en fait, vous aurez les termes, enfin voilà, les mots, et ça sera plus facile pour remplir votre DUERP. Après, moi, les DUERP, enfin, j'en ai rempli quelques-uns, voilà, quand j'étais salarié. À un moment donné, ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier jet, c'est impossible qu'il soit parfait. On le travaille aussi et puis on l'améliore avec l'expérience. Ouais. Là-dessus, je pense qu'il faut pas aller se mettre trop la pression. Mm. Il faut identifier les principaux risques, mais après, on les identifie jamais tous du premier coup. Ça, c'est pas possible, hein. Et après, sur les actions à mettre en œuvre, ce qui est important et on va dire, ce qu'on retient, c'est qu'il faut que l'employeur prenne les mesures pour éviter. Il y a une obligation de moyens, mais il n'y a pas forcément une obligation de résultats. Parce que dans les domaines comme ça de la santé mentale, bah, c'est plus compliqué. Voilà. Si à un moment donné, vous prouvez que vous avez formé vos collaborateurs sur ces sujets-là, bah, c'est déjà une action Ouais. qui va dans le bon sens, hein. Mm. On avait assisté avec Carla à une conférence de la CPME euh, avec un avocat. Voilà, je lui avais bien posé la question et il n'y a pas cette obligation
de, de résultats. Néanmoins, il y a cette obligation de moyens. Donc, il faut voilà, mettre en œuvre des actions. Mhm. Et puis c'est quelque chose qui est amené finalement à vivre tout le temps, quoi. C'est pas un document unique qu'on écrit à un moment donné et qu'on range dans un placard, quoi. C'est quelque chose qui C'est doit ça. vivre. C'est ça. Minimum, il faut le faire vivre une fois par an. Ça, c'est Mm. le minimum. Il faut le mettre à jour une fois par an. Après, voilà, à chaque fois que vous aurez des idées, par exemple, vous faites une formation sur la santé mentale, et ben, après, il y a des idées qui vont vous venir en tête, et puis vous allez, voilà, mettre à jour votre DUERP, voilà. Et puis après, aussi, le DUERP, c'est pas un document qui se construit seul, hein. Ouais. Voilà, vous êtes une association. euh, Vous pouvez créer un groupe de travail de Mm. trois, quatre Ouais, c'est ce qu'on personnes. a fait. Mm. Et ben voilà, top. Mm, mm. Ça c'est Ouais, ouais, génial, ouais. ouais, ouais. Merci. Merci Sandra pour ta question et merci Christophe. Est-ce que vous avez d'autres témoignages ou d'autres questions à poser à Christophe, à partager? En tous les cas, merci Christophe. J'aurais envie de vous poser une question sur les trois actions que nous a proposées Christophe, si tu veux bien nous les rappeler, là comme ça, rapidement, sur laquelle des trois vous aimeriez vous engager, par laquelle vous aimeriez commencer. Et Christophe, si tu peux les rappeler. Oui. Alors je vais faire même mieux que les rappeler. Je vais repartager l'écran. Euh, Écoutez, je vais la rappeler. Il y a donner du sens, il y a communiquer, parler de santé mentale, et la troisième, c'est travailler, évaluer la charge de travail. Alors, à vos niveaux respectifs, donc certains sont managers, d'autres sont entrepreneurs, d'autres sont peut-être euh, managers dans une équipe. Par laquelle des trois vous aimeriez poser votre première action? Alors, moi, je dirais, pour moi, en tant que personne, c'est donner du sens. C'est-à-dire que, comme Frédéric le disait tout à l'heure, si je sais pas pourquoi je fais les choses ou si ça n'a pas de sens pour moi, voilà, enfin, je suis perdue. Par contre, aujourd'hui, je pense que la demande de mes collaborateurs, elle est plus sur la charge de travail, évaluer la charge de travail. Donc, je pense que je commencerai par cette réponse aujourd'hui pour mes collaborateurs. Et Merci après, je leur Sandra. donnerai du sens en même temps. Je dis Oui, oui. après. Évidemment. Merci Sandra. Est-ce que la réponse d'Aurélie aussi, c'est sur la charge de travail? Cédric? Pour moi, ça serait plutôt de parler de la santé mentale. Vraiment, c'est d'avoir des discussions et des échanges à certains moments. Hein, c'est pas faire toute des journées là-dessus, mais il y a certains moments, effectivement, d'avoir le temps, peut-être autour d'un café ou des choses comme ça, dans ces moments-là, de pouvoir vraiment évoquer le sujet, parler de ça, explorer un peu par l'échange entre les collaborateurs, voilà, un peu comme veiller les uns sur les autres, en fait, dans une équipe. Oui. C'est-à-dire voilà, d'échanger sur comment tu te sens, comment tu as passé le week-end, quelles sont tes difficultés, voilà, d'avoir ce petit réflexe, ce petit rituel d'échange qui permettent les uns les autres de pouvoir justement évaluer que ben, ça va bien, et qu'il y a aussi cette liberté de dire, bon, là en ce moment c'est un peu dur, je ne sais pas comment faire. On est, voilà, la possibilité de verbaliser aussi sa difficulté. Donc ça veut dire quelque part d'avoir conscience de tout ça, du vocabulaire qui va avec, du moment où on peut le faire et d'avoir je dirais, ce courage aussi de le faire. Parce que si on est dans la dépersonnalisation, qui évoquait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se couper, on va se transformer, on va se replier sur soi. Et c'est là où après, ben, ça part et ça part. Parce que c'est toujours facile de sourire à ceux qui demandent, mais c'est difficile de verbaliser, de dire, bon, là, il faut qu'on parle 5 minutes de quelque chose et s'entretenir voilà, en face à face. Hmm. Merci Cédric. Frédéric? De prime abord, j'aurais dit donner du sens, mais je crois que j'ai déjà bien entamé la démarche, puisque je suis passé du statut de salarié à entrepreneur et puis que maintenant je fais quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Donc, je crois que le point
suivant pour moi, ça sera vraiment d'en parler aussi, de parler de la santé mentale. Après, le fait d'avoir eu l'expérience, moi je le remercie, mon burn-out, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et le fait d'accompagner maintenant des personnes souvent qui sortent d'un burn-out, c'est pour moi aussi un vecteur assez important pour leur dire, ben voilà, vous l'avez vécu, parlez-en autour de vous. Vous savez comment c'est, vous voyez peut-être que ça arrive chez les gens. Ils ne le voient pas forcément parce que chez eux, ça va arriver un matin où ils se lèveront pas. Et donc, vous pouvez être aussi, vous, des porte-parole de ça et de la diffusion de ces informations. Merci Frédéric, merci infiniment. Et puis j'ai envie de dire aussi que pour en parler dans les entreprises et sensibiliser les salariés, les managers, les DG, le CODIR, ben, Christophe peut intervenir, soit par la Mm. fresque mentale, soit en formant des collaborateurs. Et de former ces collaborateurs, ça permet aussi de soulager le manager, puisqu'en fait, comme les secouristes du travail, ben, qui soutiennent et qui sont en vigilance par rapport à tout risque pouvant potentiellement conduire à un accident physique, ben, ces personnes-là formées à la santé mentale ben, vont œuvrer de la même manière, mais avec voilà, le focus sur la santé mentale. Merci infiniment. Merci Christophe pour ce webinaire très instructif et Mm. éclairant sur ce sujet. Merci à tous pour votre Merci. présence, votre participation. Et Barbara, tu veux annoncer ton webinaire de mardi? Eh ben, en fait, oui, oui, bah oui, parce que je sais que vous serez tous là. Donc, le prochain dans la série, c'est le mardi prochain à midi, autour de l'animation de la réunion. Et je pense que c'est totalement dans le sujet de comment dire, bien-être au travail, autour de cette présence en fait qu'on peut avoir à son travail, tout en se respectant et donner l'énergie là où il faut la mettre. Et du coup, c'est créer en fait des parenthèses créatifs on va dire, dans le flot de travail, comment dire, pour un entrepreneur ou pour comment dire, pour une entreprise où on est salarié. Mhm. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci. Et pouvez retrouver dans le chat le fichier que Christophe a Oui, partagé sur l'analyse des Super, expositions merci. psychosociales. Merci à tous. À Bravo, vous êtes mardi. utile. À Merci Au pour mardi. revoir. l'info. Au merci. revoir, À bonne À bientôt. journée. mardi. Bon week-end. Bon Bon week-end. week-end.